La panique a un goût de cuivre. Il tapisse le fond de votre gorge. Un goût épais et métallique, juste avant que vos poumons oublient comment fonctionner. Elle avait seulement besoin d'une sortie discrète. Au lieu de ça, elle a dévalé le couloir interdit de l'Hôtel Azur. Elle avait un poignet meurtri et un talon cassé. Les pas lourds de son ex-petite amie résonnaient juste derrière elle. Elle a frappé le bouton de l'ascenseur de toutes ses forces. Les portes se sont ouvertes. Elle s'est jetée à l'intérieur, sans savoir qu'elle venait d'entrer dans une cage. Une cage avec le prédateur le plus impitoyable de la ville. La salle de bal sentait les gardenias hors de prix et l'hypocrisie bon marché. Nora gardait les yeux fixés sur le plateau de flûte de champagne dans ses mains. Elle naviguait dans un océan de robes de soie et de smoking sur mesure. Elle travaillait. C'était la seule chose qui la maintenait dans la réalité. Si elle continuait à bouger, à servir, à se fondre dans le décor opulent du gala de charité, elle n'aurait pas à penser. Pas à la vie d'expulsion sur le comptoir de sa cuisine, ni au bleu qui s'estompait sur sa clavicule. Puis elle l'a vu. Trent était appuyé contre le bar en acajou. Il faisait tourner une boisson ambrée dans un verre en cristal. Il n'avait rien à faire ici. Il n'avait pas l'argent pour un billet. Et il n'avait certainement pas l'élégance pour se fondre parmi les vieilles fortunes de la ville. Il portait un costume un peu trop brillant. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux balayaient la pièce avec cette agressivité familière et nerveuse. Nora s'est arrêtée. Le souffle lui a manqué. Une flûte a vacillé sur son plateau. Le champagne a débordé, piquant une petite coupure sur son pouce. Il la cherchait. Elle a tourné brusquement. Ses ballerines noires d'uniforme ont légèrement grincé sur le sol en marbre poli. Elle devait atteindre la cuisine. Une fois derrière les portes battantes en métal, elle pourrait trouver la sortie de service, se glisser dans la ruelle et disparaître dans la pluie glaciale de novembre. Nora. La voix a percé le bourdonnement du quartet de jazz et le tintement du cristal. Ce n'était pas fort, mais la voix portait une fréquence conçue pour la paralyser. Un sifflet à ultrasons pour son traumatisme personnel. Elle a marché plus vite. Son cœur battait contre ses côtes, comme un oiseau frénétique piégé dans une cage. Ne te retourne pas. Une main s'est refermée sur son biceps. Les doigts se sont enfoncés dans le muscle. Ils ont trouvé l'endroit exact qui était encore sensible depuis 3 semaines. Trent l'a tiré en arrière. Le plateau a glissé. Les verres de champagne se sont brisés sur le marbre. Un fracas discordant qui a fait se retourner une douzaine de têtes riches. « Je t'ai appelé », a sifflé Trent en se penchant vers elle. Il sentait le chewing-gum à la menthe et le jean éventé. « Tu as bloqué mon numéro. Lâche-moi, Trent », a murmuré Nora, en gardant une voix égale. La panique était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. L'hystérie ne ferait que l'encourager. « Je travaille. Tu fais une scène », a-t-il dit, en resserrant sa prise. Il a offert un sourire crispé et artificiel à un couple qui s'était arrêté pour les regarder. Elle est juste un peu maladroite. Tout va bien. Le couple a continué son chemin, les yeux détournés. Les gens regardaient toujours ailleurs. C'était la grande tragédie d'une société civilisée. Personne ne voulait interrompre un cauchemar domestique privé. J'ai dit « Lâche-moi ». Nora a essayé de retirer son bras. Une douleur vive et brûlante a éclaté dans son épaule. « On doit parler. Tu crois que tu peux juste faire tes valises pendant que je suis au travail et disparaître? Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Sa voix a baissé, perdant sa douceur artificielle. Le masque tombait. La veine sur sa tempe a commencé à battre. « Tu viens avec moi. » Il l'a tiré vers le couloir du vestiaire. C'était plus sombre là-bas, loin des lustres scintillants et des regards jugeurs des mondains. Nora a planté ses talons dans le tapis. Elle savait ce qui se passait quand ils arrivaient dans les endroits sombres. Les excuses, les promesses, les poings fermés. Elle n'allait pas y retourner, pas cette fois. Avec une torsion soudaine et violente, Nora a jeté son poids sur le côté. Elle a planté la pointe de son coude directement dans les côtes de Trent. Il a grogné, sa prise se desserrant une fraction de seconde. C'était tout ce dont elle avait besoin. Elle a arraché son bras et a couru. Elle ne s'est pas dirigée vers la cuisine. Il s'y attendrait. Au lieu de ça, elle a sprinté dans le couloir privé V1P, dépassant une corde de velours. Le couloir était silencieux. Il était bordé de lourdes portes insonorisées et d'épais tapis persans. Ils étouffaient le son de ses pas frénétiques. « Nora !» Le rugissement a résonné sur les murs. La rage pure dans sa voix a envoyé une nouvelle décharge d'adrénaline dans ses veines. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule.
Trent s'était ressaisi. Il courait après elle, le visage tordu dans un grognement. Il avait abandonné toute prétention de civilité. Nora a poussé plus fort. Ses poumons la brûlaient. Sa chaussure gauche s'est prise dans le bord du tapis. Sa cheville s'est tordue avec un craquement de douleur, mais elle n'est pas tombée. Elle a enlevé ses ballerines d'un coup de pied. Ses pieds en bas glissaient sur le parquet poli au bout du tapis. Au bout du couloir, des portes d'ascenseur en acier brossé étaient fermées. Au-dessus, un petit écran numérique brillait en rouge. L'ascenseur express V1P. Elle a frappé le bouton d'appel avec sa paume, encore et encore. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Derrière elle, Trent se rapprochait. 9 mètres. 6 mètres. Elle pouvait entendre le bruit sourd de ses chaussures de ville, le son rauque de sa respiration. L'ascenseur a sonné. Les portes d'acier se sont ouvertes avec un murmure doux et luxueux. Nora n'a pas attendu qu'elle s'ouvre complètement. Elle s'est jetée dans l'ouverture étroite, trébuchant dans la cabine. Elle a heurté le mur du fond violemment. Son épaule a encaissé le choc. Elle haletait. « Fermez !» a-t-elle sangloté, se précipitant pour appuyer sur le panneau de contrôle. Mais quelqu'un était déjà là. L'air à l'intérieur de l'ascenseur était 10 degrés plus froid que dans le couloir. Ça ne sentait pas les gardénias. Ça sentait l'ozone, la laine trempée par la pluie, et quelque chose de plus sombre. Le fer. Nora s'est figée, sa main planant à quelques centimètres du panneau de contrôle. Il y avait 2 hommes à l'intérieur. L'homme le plus proche des boutons était bâti comme un mur de parpaing. Il portait un costume sombre et sur mesure, qui ne parvenait pas à cacher les muscles épais et noueux de sa poitrine et de ses bras. Ses mains étaient jointes devant lui, ses doigts épais reposant sur ses phalanges. Il ne l'a pas regardée. Il n'a même pas tressailli quand elle a percuté le mur. Le deuxième homme se tenait au centre de la cabine. Nora a eu le souffle coupé. Elle avait passé des années à lire le langage corporel des hommes dangereux. Elle avait appris à cartographier la géographie d'une pièce pour trouver le coin le plus sûr. L'homme qui se tenait devant elle ne dégageait pas la violence bruyante et chaotique de Trent. Il dégageait une immobilité absolue et terrifiante. Il était grand, vêtu d'un costume 3 pièces anthracite. La coupe était d'une précision presque mortelle. Ses cheveux sombres étaient coiffés en arrière, avec des touches d'argent sur les tempes. Mais ce sont ses yeux qui l'ont cloué sur place. Ils étaient d'un gris pâle et fracturé, de la couleur du béton en hiver. Ils ne contenaient aucune surprise, aucune pitié et aucune chaleur. Roman Coyle. Nora l'a reconnu grâce au chuchotement dans la salle de pause de l'hôtel. Les conversations à voix basse entre les voituriers. Ce n'était pas une célébrité. Mais il possédait la moitié de l'immobilier de la ville, et il contrôlait les recoins sombres de l'autre moitié. C'était un homme qui déplaçait de l'argent et détruisait des vies d'une seule signature. Nora. La voix de Trent était juste dehors. La panique l'a tirée de sa torpeur. Elle s'est jetée sur le bouton de fermeture des portes. Mais l'homme imposant, le garde du corps, s'est interposé. Il a bloqué le panneau avec sa carrure massive. À travers l'ouverture qui se refermait, Trent est apparu. Son visage était rouge, en sueur, ses yeux hagards. Il l'a vu. Il a tendu la main. Ses doigts se sont enroulés autour du bord de la porte en acier brossé, essayant de la forcer à s'ouvrir. Les capteurs de sécurité ne se sont pas déclenchés. Le visage de Trent s'est tordu alors qu'il essayait d'écarter les portes. « Sors de là, espèce de sale garce !» a-t-il hurlé, sa salive volant contre le métal. Nora a reculé contre le mur en miroir. Ses mains tremblaient. Elle a serré ses genoux contre elle. Elle attendait que Trent force le passage. Elle attendait l'inévitable. Roman Coyle n'a pas bougé la tête. Il a simplement déplacé ses yeux pâles vers le garde du corps. Un signe de tête infime. Le garde du corps a tendu la main, sans se presser. Il a appuyé sur un seul bouton sur un panneau séparé, actionné par une clé. Les moteurs de l'ascenseur ont gémi. Les portes, au lieu de se rétracter face à l'obstacle de Trent, ont continué à se fermer. Elles se fermaient avec une force hydraulique écrasante. Trent a poussé un cri, le métal écrasant ses doigts. Il a retiré sa main juste avant que les portes ne se ferment complètement. Le silence est tombé dans la cabine. Un silence lourd et suffocant, seulement brisé par le doux bourdonnement de l'ascenseur qui descendait. Nora a glissé le long du mur en miroir, ses jambes la lâchant. Elle est tombée sur le sol, la poitrine haletante. Elle fixait les portes en acier brossé où les doigts de Trent se trouvaient une seconde plus tôt.
Elle était à l'abri du couloir, mais elle était piégée dans une boîte qui descendait avec le diable. Elle a levé les yeux. Roman la regardait. Il ne lui a pas tendu la main. Il ne lui a pas demandé si elle allait bien. Il l'observait simplement, comme un scientifique pourrait observer un papillon de nuit meurtri qui s'agite dans un bocal. Il a examiné son uniforme déchiré, ses chaussures manquantes. Il a vu les marques rouges qui apparaissaient sur son bras pâle, là où Trent l'avait agrippé. « Mes excuses », a réussi à dire Nora, la voix rauque. Elle s'est forcée à se lever, sa cheville la lançant. On ne montrait pas de faiblesse à des hommes comme ça. On se relevait. Je me suis trompé de chemin. Je descendrai dans le hall. Le hall est réservé, a dit Roman. Sa voix était un baryton grave, douce et complètement dénuée d'inflexion. Elle ne rebondissait pas sur les murs. Elle semblait absorber l'air de la pièce. Cet ascenseur va au garage privé. Le garage, c'est très bien, a dit Nora rapidement. Elle a lissé sa jupe avec des mains tremblantes, essayant de retrouver un semblant de dignité professionnelle. Je sortirai là-bas. Merci pour les portes. Roman a sorti un étui en argent de sa poche intérieure, l'ouvrant d'un coup de pouce. Il a sorti une cigarette, mais ne l'a pas allumée. Il l'a simplement fait rouler entre ses longs doigts propres. L'homme dans le couloir, a dit Roman doucement. Un collecteur de dettes? Un ex, a dit Nora. Elle ne voulait pas en dire plus. Donner des détails, c'était donner des munitions. Il manque de discipline, a noté Roman, comme s'il critiquait un chien mal dressé. Il manque de beaucoup de choses, a marmonné Nora avec amertume. Le cynisme a pris le dessus sur sa peur pendant une brève seconde. Surtout le contrôle de ses impulsions et une compréhension de base du mot « non ». Le garde du corps a reniflé doucement. Le regard de Roman est resté fixé sur Nora. « Vous saignez », a-t-il dit. Nora a baissé les yeux. La coupure sur son pouce s'était rouverte. Un mince filet de sang coulait dans sa paume à cause du verre de champagne brisé. C'était une blessure minuscule, insignifiante, comparée à la douleur dans son épaule et sa cheville. Mais voir le sang a fait s'abattre sur elle la réalité des 5 dernières minutes. Elle a fouillé dans la poche de son tablier. Ses mains tremblaient violemment maintenant que la menace immédiate avait disparu. Elle a sorti une serviette en papier froissé pour la presser contre sa main. « Ce n'est rien », a-t-elle dit, en regardant les chiffres défiler sur l'écran. 14, 13, 12. Juste une égratignure. Les gens courent rarement au point de perdre leurs chaussures pour une égratignure. Nora a relevé brusquement la tête, croisant ses yeux pâles. Ils étaient froids, oui, mais ils n'étaient pas cruels. Il y avait là une curiosité clinique. J'ai couru parce que s'ils m'avaient coincé, une égratignure aurait été le meilleur des scénarios, a dit Nora, son ton se durcissant. Elle était épuisée, elle était fauchée, terrifiée et coincée. Elle n'avait pas l'énergie de jouer les innocentes avec un chef de la pègre. Je suis sûr qu'un homme dans votre domaine comprend la physique d'une menace. Roman a arrêté de faire rouler la cigarette. Il a penché la tête, un mouvement microscopique. Je comprends la physique du pouvoir, a corrigé Roman doucement. Il croyait l'avoir sur vous. Vous lui avez prouvé le contraire. Pour ce soir, a murmuré Nora, en détournant le regard. 5, 4, 3. Demain est une autre histoire. L'ascenseur a sonné. L'écran affichait G. « Nous sommes arrivés, Monsieur Coyle », a dit le garde du corps en s'écartant du panneau. Les portes d'acier se sont ouvertes, révélant l'étendue caverneuse et faiblement éclairée du parking souterrain VIP de l'hôtel. L'air sentait les gaz d'échappement, le béton humide et la vieille huile. Une berline blindée noire et élégante tournait au ralenti à quelques mètres de là. Ses phares perçaient l'obscurité. Nora s'est avancée, en s'appuyant sur son pied valide. « Merci encore », a-t-elle dit au sol, impatiente d'échapper à la présence étouffante des 2 hommes. « Je trouverai mon chemin pour remonter. » Elle est sortie de l'ascenseur en boitant dans le garage froid. Elle devait trouver la rampe de sortie. Si elle restait dans l'ombre, elle pourrait atteindre la rue, héler un taxi. Attendez. Elle n'avait pas d'argent. Elle marcherait. Elle marcherait jusqu'à ce que ses pieds saignent, tant que c'était loin de l'hôtel. Nora. La voix ne venait pas de l'ascenseur derrière elle. Elle venait des ombres, sur sa gauche. Nora s'est figée, son sang s'est glacé. Trent est sorti de derrière un pilier en béton. Il respirait fort. Il avait jeté sa veste de costume, sa chemise était déboutonnée au col. Il avait pris les escaliers de service, 14 étages,
entièrement alimenté par la rage. Sa main droite était blottie contre sa poitrine. 2 de ses doigts étaient enflés et violets, là où les portes de l'ascenseur les avaient écrasés. « Tu pensais vraiment qu'une boîte allait te sauver ?» a craché Trent, son visage tordu par un rictus. Il a fait un pas vers elle. L'espace était grand ouvert. Il n'y avait pas de porte à verrouiller, pas de foule derrière laquelle se cacher. Nora a reculé, heurtant le cadre en acier froid des portes de l'ascenseur. Elle était piégée. « Trent, ne fais pas ça », a prévenu Nora, sa voix tremblant malgré ses efforts. « Il y a des caméras ici. Je me fiche des caméras », a-t-il crié en se rapprochant. « Tu m'as humilié. Tu m'as fait passer pour un idiot là-haut. Tu te crois meilleur que moi? Tu n'es rien sans moi. » Il a tendu la main vers elle. Nora a levé les mains pour protéger son visage, se préparant à l'impact. L'impact n'est jamais venu. À la place, une silhouette de tissu sombre est passée devant elle. Le garde du corps. Il s'est déplacé avec une vitesse fluide et terrifiante qui défiait sa masse imposante. Avant même que la main de Trent ne puisse effleurer Nora, le garde du corps l'a attrapée par la gorge. Il l'a projetée contre le pilier en béton. Le son était écœurant. Un bruit sourd et lourd d'os contre la pierre. Tout l'air a quitté les poumons de Trent dans un sifflement violent. Ses pieds se sont emmêlés à quelques centimètres du sol. Son visage est devenu instantanément violet, alors que les doigts épais du garde du corps lui écrasaient la trachée. Nora a haleté, une main sur la bouche. Trent se débattait, griffant le bras du géant, ses yeux exorbités de terreur pure. La fanfaronnade, la colère bruyante, la confiance abusive, tout s'est évaporé à la seconde où il a rencontré la violence pure et sans filtre. C'était une brute qui venait de chercher la bagarre avec un monstre. Roman est sorti de l'ascenseur. Ses pas étaient silencieux sur le béton. Il n'a pas regardé Trent. Il n'a même pas prêté attention à l'homme qui s'étouffait contre le pilier. Roman est passé à côté de la scène, se dirigeant vers la berline noire au ralenti. Il s'est arrêté près de la portière arrière ouverte, posant sa main sur le toit. Il a finalement tourné la tête. Ses yeux gris pâles ont trouvé Nora, qui se tenait paralysée contre l'ascenseur. « Il y a 2 façons pour que cette nuit se termine pour vous », a dit Roman. Sa voix résonnait légèrement dans le vaste garage, calme et totalement détachée. « Vous pouvez monter cette rampe. Il guérira. Il vous retrouvera. Et finalement, il vous tuera. Les hommes comme lui le font toujours. C'est dans leur nature. » Nora ne pouvait pas détacher ses yeux de Trent, qui commençait à perdre connaissance, ses jambes donnant de faibles coups. « Où ?» a continué Roman, son ton devenant légèrement plus sombre. « Vous montez dans la voiture. » Nora l'a regardé. Elle a regardé le costume sur mesure, les yeux froids, la voiture blindée au ralenti. Elle échangeait un cauchemar contre un autre. Trent était une variable connue. C'était un homme pathétique et en colère avec un ego fragile. Roman Coyle était un abîme. Si elle montait dans cette voiture, elle appartiendrait à la pègre. Elle lui appartiendrait. « Pourquoi ?» a murmuré Nora, sa voix se brisant. « Pourquoi m'aideriez-vous » Le regard de Roman s'est posé sur Trent, puis est revenu sur elle. Un muscle a tressailli sur sa mâchoire. « Je méprise le bruit », a dit Roman simplement. « Et j'abhorre les hommes qui gaspillent leur pouvoir sur les sans-défense. » Il a ouvert la porte un peu plus grand. « Décidez, Nora. Ma patience n'est pas infinie. » Nora a regardé la rampe de sortie. Une montée raide et sombre vers un monde qui ne lui avait offert que des factures impayées et des yeux au beurre noir. Puis elle a regardé l'intérieur en cuir épais de la berline noire. La sécurité. Mais à quel prix? Le garde du corps a légèrement desserré sa prise. Trent a haleté, un sifflement pathétique, ses yeux se révulsant. Nora a fait son choix. Elle s'est éloignée de l'ascenseur et a traversé le béton froid en boitant. Elle n'a pas regardé Trent en passant devant lui. Elle n'a pas regardé le garde du corps. Elle a marché droit vers la portière ouverte de la berline et s'est glissée dans l'intérieur silencieux et sombre. Ça sentait le cuir riche et cette même odeur terrifiante d'ozone. Roman a fermé la porte derrière elle, avec un bruit sourd et lourd. La serrure s'est enclenchée. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La lourde porte s'est fermée, coupant l'acoustique agressive du garage en béton. À l'intérieur de la berline, le silence était absolu. C'était un silence épais, étudié. Le genre de silence qui coûte des millions de dollars et qui absorbe complètement le son. Nora s'est enfoncée dans le cuir. C'était absurdement doux, un contraste saisissant avec la tension rigide et tremblante de sa colonne vertébrale.
Elle regardait droit devant elle à travers la cloison teintée, refusant de regarder l'espace à côté d'elle. Elle pouvait le sentir là. Roman Coyle ne prenait pas beaucoup de place physique. Il était assis parfaitement immobile, sa posture impeccable. Mais sa présence possédait une attraction gravitationnelle. Elle aspirait l'oxygène de la cabine. La portière du conducteur s'est ouverte. Le garde du corps massif s'est plié pour s'installer au volant. Il sentait légèrement la pluie et l'effort. Il n'a pas dit un mot. Il n'a même pas ajusté le rétroviseur avant de mettre la lourde voiture blindée en marche. Les pneus ont émis un crissement étouffé contre le béton poli en montant la rampe. Ils ont atteint la surface, se fondant instantanément dans les rues de la ville, lisses et balayés par la pluie. Les néons se reflétaient sur le verre mouillé. Nora regardait les traînées floues de rouge et de jaune. L'adrénaline commençait enfin à se dissiper, laissant derrière elle une douleur froide et creuse. Sa cheville gauche la lançait avec une intensité sourde et rythmée. Son épaule la brûlait, mais le pire était la piqûre dans sa main droite. Elle a ouvert son poing. La serviette en papier qu'elle avait pressée contre la coupure était trempée. Le papier bon marché se désintégrait en une pulpe sanglante contre sa paume. Un éclair de blanc a attiré son attention. Roman lui tendait un carré de ligne immaculé. Il ne la regardait pas. Son regard était fixé sur la ville qui défilait. Son profil était net, illuminé par les lampadaires. Nora a hésité. Accepter quelque chose d'un homme comme lui, c'était comme signer un contrat à l'encre invisible. Mais le sang menaçait de couler sur la sellerie sur mesure. Elle a tendu la main, ses doigts tremblants, et a pris le mouchoir. « Merci », a-t-elle dit d'une voix rauque. Sa voix semblait faible, pathétique. « Appuyez fermement », a dit Roman. Son ton était plat, une ligne de base indéchiffrable. Gideon appellera à l'avance. Un médecin attendra. Je n'ai pas besoin de médecin. Le mensonge était automatique. La pauvreté lui avait appris que les médecins étaient un luxe. Un hôpital signifiait des questions. Les questions signifiaient la police. La police signifiait que Trent la retrouverait. Pleurer dans une salle d'attente de commissariat. Convaincre le sergent de permanence qu'elle était juste hystérique et qu'elle avait oublié ses médicaments. Vous tremblez, a observé froidement Roman. Votre cheville ne supporte aucun poids, et vous saignez sur mes sièges. Vous avez besoin d'un médecin. Il ne l'a pas formulé comme une suggestion. C'était un fait géographique, aussi indéniable que la gravité. Nora s'est mordu l'intérieur de la joue et a pressé le lourd tissu de lin contre sa main. Le tissu sentait légèrement le cèdre et le savon cher sans parfum. Elle a fermé les yeux, laissant la vibration rythmée du moteur se propager à travers le plancher. Elle avait sauté d'un immeuble en feu dans un océan sombre. Elle ne brûlait plus, mais elle était complètement à la dérive. 20 minutes plus tard, la berline est descendue dans un autre garage souterrain. Celui-ci était plus propre, plus lumineux et entièrement vide, à l'exception d'une rangée de véhicules haut de gamme non identifiés. Gideon a garé la voiture en douceur. Il est sorti, ouvrant la portière de Nora avant même qu'elle ne puisse atteindre la poignée. Elle a sorti ses jambes. Lorsque son pied blessé a touché le béton, une pointe de douleur aiguë lui a traversé le genou. Elle a sifflé, ses genoux se dérobant. Avant qu'elle ne puisse toucher le sol, une main l'a attrapée sous le coude. C'était Roman. Sa prise était totalement différente de celle de Trent. Trent attrapait pour blesser, pour contrôler, pour meurtrir. La prise de Roman était mécanique, un étau conçu uniquement pour supporter du poids. Il ne l'a pas tiré près de lui. Il a simplement arrêté sa chute, la maintenant debout avec une force terrifiante et sans effort. « Marchez sur la jambe droite », a ordonné Roman, son visage un masque de pierre. Gideon va dégager le chemin. Nora a hoché la tête, trop épuisée pour protester. Elle a boité vers une rangée d'ascenseurs privés, s'éloignant lourdement de la prise de Roman, bien qu'il ne l'ait jamais laissé glisser. L'ascenseur n'avait pas de numéro. Il n'avait qu'un lecteur de cartes. Roman a passé une élégante carte noire, et la cabine est montée à une vitesse vertigineuse. Quand les portes se sont ouvertes, elles ne donnaient pas sur un couloir. Elles s'ouvraient directement sur une forteresse. C'était un penthouse, mais il ne possédait aucune de l'opulence tape à l'œil à la feuille d'or qu'elle attendait d'un chef de la pègre. C'était brutaliste et vaste. Des plafonds en béton apparent, des baies vitrées du sol au plafond surplombant la grille scintillante de la ville, et des meubles composés de cuir sombre et d'angles d'acier vif.
Cela ressemblait moins à une maison qu'à un bunker de haute altitude. Il n'y avait pas de photographie, pas de livre, aucun signe d'attachement humain. Un homme en chemise froissée et cravate desserrée attendait près d'un immense îlot de cuisine. Il tenait une mallette médicale noire. « Asseyez-la, Roman », a dit l'homme en s'avançant. Il n'avait pas l'air intimidé, il avait l'air fatigué. Roman a guidé Nora vers un canapé bas en cuir. Dès qu'elle fut assise, il a relâché son bras et a reculé d'un pas, rétablissant instantanément la distance physique entre eux. « Le docteur Hales va évaluer les dégâts », a dit Roman en ajustant ses poignets. Il l'a regardé, ses yeux pâles totalement indéchiffrables. « Ne lui mentez pas, c'est une perte de temps pour moi. » Sans attendre de réponse, Roman s'est retourné et a marché dans un long couloir sombre. Le bruit sourd de ses chaussures s'estompant dans le silence caverneux de l'appartement. Nora l'a regardé partir, serrant le mouchoir ensanglanté. Elle était seule avec deux étrangers dans une prison au sommet du ciel. La partie cynique de son cerveau, celle qui l'avait maintenue en vie pendant les 3 dernières années, s'est finalement mise en marche. Évaluer, s'adapter, survivre. Elle a regardé le docteur Hales. « Finissons-en », a-t-elle dit. Le docteur Hales était efficace et totalement dépourvu de compassion. Nora a apprécié cela. Elle ne voulait pas de pitié. Coupure nette sur la main. A besoin de colle, pas de point de suture, a marmonné Hales, inspectant sa paume sous la lumière crue d'une lampe stylo. L'épaule est une contusion des tissus profonds. Glace et ibuprofène. La cheville est une entorse de grade 2. Vous avez de la chance que rien n'est cassé. J'ai les os solides, a dit Nora sèchement. Hales lui a jeté un regard, moitié amusé, moitié fatigué. Il a enveloppé sa cheville dans une attelle de stabilisation serrée. Ne mettez pas de poids dessus pendant 48 heures. Je laisserai des analgésiques à Gideon. Il a rangé sa mallette, fermant le loquet. On dirait que vous n'avez pas dormi une nuit complète depuis 1 mois. Je vous suggère de commencer maintenant. Il est sorti. L'ascenseur privé l'avalant tout entier. Nora est restée seule dans l'immense salon résonnant. Le silence était assourdissant. Elle a touché délicatement la colle médicale sur sa paume, la piqûre vive la ramenant à la réalité. Elle devait comprendre les règles de cet endroit. Les hommes violents avaient toujours des règles. Les règles de Trent changeaient en fonction de son humeur et de sa consommation d'alcool. Quelles étaient les règles de Roman Coyle? Une femme d'âge mûr est apparue d'un couloir latéral. Elle portait un pantalon sombre et un simple pull gris. Son visage était gentil, mais ses yeux contenaient une intelligence vive et calculatrice. « Je suis Martha », a dit la femme, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Monsieur Coyle a demandé que je vous montre les appartements des invités. J'ai préparé des vêtements propres. Les vôtres sont ruinés. » Nora a baissé les yeux sur son uniforme déchiré et taché de champagne. « Merci. » Martha l'a aidé à se lever. La marche dans le couloir a été lente. La chambre d'amis était dans la continuité de l'esthétique de l'appartement. Sobre, propre, cher. Un lit immense dominait l'espace, recouvert de lourds draps gris. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue vertigineuse sur les rues de la ville, bien en dessous. Au pied du lit se trouvait une pile de vêtements soigneusement pliés. Un pantalon de survêtement, un t-shirt en coton doux et des chaussettes épaisses. Rien de tout cela ne semblait appartenir à Roman. Ça avait l'air neuf. « La salle de bain est par là », a indiqué Martha. « Prenez votre temps. Personne ne vous dérangera ici. » Martha, a dit Nora, arrêtant la femme avant qu'elle ne puisse partir. « Suis-je une prisonnière ?» Martha s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Elle n'a pas souri, mais son expression s'est légèrement adoucie. L'ascenseur nécessite un code pour descendre. Vous ne l'avez pas. Donc oui, Monsieur Coyle est un homme prudent, a répondu Martha doucement. Vous avez été impliqué dans un incident dans son hôtel. Jusqu'à ce qu'il détermine comment gérer les détails, il préfère garder ses variables sous contrôle. Reposez-vous, mademoiselle. Vous êtes plus en sécurité ici que dans la rue. La porte s'est refermée en un clic. Nora s'est douchée à une vitesse militaire, terrifiée d'être vulnérable, gardant son pied blessé enveloppé dans un sac en plastique qu'elle a trouvé sous l'évier. L'eau chaude a emporté l'odeur de l'hôtel, l'odeur de la peur, mais elle n'a pas pu laver l'épuisement profond. Elle s'est habillée avec les vêtements empruntés. Ils étaient légèrement trop grands, la faisant se sentir encore plus petite qu'elle ne l'était. Elle a boité jusqu'à la fenêtre
et a pressé son front contre la vitre froide. Là-bas, Trent était probablement à l'hôpital, soignant une main écrasée et une gorge meurtrie. Il serait furieux. Il serait en train de saccager leur petit appartement à la recherche d'indices, d'un moyen de la punir. Mais ici, au-dessus des nuages, la ville semblait petite, inoffensive. Elle a dormi pendant 12 heures. Quand elle s'est réveillée, le ciel dehors était de la couleur du fer meurtri. La pluie s'abattait contre la vitre épaisse. Nora s'est assise, sa cheville protestant vivement. La douleur était plus vive aujourd'hui, un rappel brutal que la nuit dernière n'était pas un cauchemar. Elle est sortie de la chambre, s'appuyant lourdement sur les murs. L'appartement était d'un calme mortel. Elle a trouvé la cuisine, une immense étendue de marbre noir et d'acier inoxydable. Une cafetière était posée sur le comptoir, encore chaude. Elle s'est versé une tasse, enroulant ses mains autour de la céramique pour en absorber la chaleur. Vous devriez surélever cette jambe. Nora s'est retournée brusquement, manquant de faire tomber la tasse. Roman était assis à une immense table à manger à l'autre bout de la pièce, complètement dans l'ombre à cause du manque d'éclairage. Il avait un ordinateur portable ouvert, la lumière bleue se reflétant dans ses yeux pâles. Il portait un simple col roulé noir et un pantalon sombre, ressemblant moins à un chef de la pègre qu'à un universitaire prédateur. Nora a stabilisé sa respiration et a boité vers lui, s'arrêtant à quelques mètres de la table. « Je préfère être debout », a-t-elle dit. Roman a fermé l'ordinateur portable. Le claquement sec a résonné dans la grande pièce. Il s'est penché en arrière dans sa chaise. L'étudiant. C'était la même observation clinique que dans l'ascenseur. Il l'a décomposée en ses éléments, cherchant à comprendre comment elle fonctionnait. Trenton Miller a dit Roman d'un ton neutre. Nora a tressailli. Entendre le nom complet de Trent dans cet environnement stérile ressemblait à une violation. Vous avez fait une vérification de mes antécédents. Je fais des vérifications sur quiconque saigne dans mes véhicules, a répondu Roman. C'est un chef d'équipe de niveau intermédiaire dans une entreprise de logistique. Il a 3 citations pour ivresse sur la voie publique et une quantité de dettes préoccupantes. Un homme profondément banal, enclin à une violence bruyante et pathétique. Nora a serré sa tasse plus fort. Il n'est plus votre problème. Il est devenu mon problème au moment où il a causé une perturbation dans mon hôtel, a corrigé Roman doucement. Je ne tolère pas le désordre, Nora. Il a créé du désordre. Mes hommes s'en sont occupés. Alors, que se passe-t-il maintenant? A demandé Nora, la voix tendue. Vous m'avez enfermé dans votre tour. Vous me retenez en otage parce que Trent n'a pas un sou et j'ai exactement 42 $ sur un compte courant. Roman n'a pas souri. Il a simplement cligné des yeux, un mouvement lent et délibéré. Je ne fais pas de commerce de monnaie humaine, a dit Roman, sa voix baissant d'une fraction d'octave. Je vous ai amené ici parce que vous laisser sortir de ce garage aurait entraîné votre mort. J'abhorre le gaspillage. Le code de l'ascenseur est 0419. Vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez. Nora le regarda, le souffle coupé. Je peux juste partir? Vous n'êtes pas une otage. Alors pourquoi m'avez-vous amené ici? Pourquoi le code? Pourquoi le médecin? Parce que, a dit Roman, en se penchant légèrement en avant, posant ses coudes sur la table. Je voulais vous offrir un choix. Vous pouvez franchir ces portes. Vous pouvez retourner à votre vie. Trent et Miller vous trouveront et vous passerez le reste de vos jours à regarder par-dessus votre épaule jusqu'à ce qu'ils vous rattrapent enfin. Il a laissé le silence s'installer, lourd et suffocant. Ou, a continué Roman doucement, vous pouvez rester. Vous n'avez nulle part où aller. Vous n'avez aucune ressource. J'ai un excès des deux. Vous resterez ici, à l'abri des regards, jusqu'à ce que je sois convaincu que M. Miller n'est plus une variable qui requiert mon attention. Nora a plissé les yeux, la survivante cynique dépassant la peur. Rien n'est gratuit, surtout pas de la part d'un homme comme vous. Quel est le piège? Vous me devez une dette, a déclaré Roman simplement. Mes hommes vous ont sauvé la vie. Mon médecin a soigné vos blessures. J'exige un remboursement. Je vous ai dit que je n'ai pas d'argent. Je ne veux pas de votre argent. Le regard de Roman était inflexible. J'exige de l'ordre. Mon opération repose sur le silence, la discrétion et une organisation méticuleuse. J'ai un arriéré de registres physiques qui ne peuvent pas être numérisés. Ils doivent être vérifiés et classés. C'est un travail fastidieux et sécurisé.
Vous le ferez. Nora a cligné des yeux. Vous voulez que je fasse votre paperasse? Je veux quelqu'un qui a un intérêt direct à rester invisible, à corriger Roman. Vous savez comment survivre. Vous savez comment faire profil bas. Je vous offre un sanctuaire en échange de votre travail. C'est une transaction, rien de plus. Il ne la regardait pas avec désir, pitié ou cruauté. Il la regardait comme un outil qui correspondait parfaitement à un problème spécifique. C'était froid, c'était calculateur, et c'était exactement ce dont Nora avait besoin. Pas de lien émotionnel, juste la survie. Elle a pris une lente gorgée de café noir. C'était amer, fort, et ça brûlait tout le long du chemin. « Où sont les registres » a-t-elle demandé. 5 jours se sont fondus les uns dans les autres. Le penthouse existait dans un état de crépuscule perpétuel, suspendu bien au-dessus du bruit de la ville. Nora s'est adaptée avec la vitesse effrayante de quelqu'un qui avait passé des années à marcher sur des œufs. Elle a cartographié le territoire. Elle a appris que Gideon arrivait à 6 heures du matin précise, que Martha préférait la cuisine impeccable, et que Roman Coyle était un fantôme dans sa propre maison. Il était là, mais il occupait l'espace sans aucune friction. Il parlait rarement au-dessus d'un murmure. Il ne claquait pas les portes. Il ne laissait pas tomber de verre. Il ne faisait pas les 100 pas. Pour une femme dont le système nerveux était programmé pour réagir aux pas bruyants et chaotiques d'un homme en colère, l'immobilité absolue de Roman était une sorte de paix terrifiante. Son sanctuaire était un petit bureau sans fenêtre près de l'arrière de l'appartement. À l'intérieur, des boîtes de lourds registres reliés en cuir étaient empilées jusqu'au plafond. Roman avait dit la vérité. C'était un travail fastidieux. Des noms, des dates, des montants, tous écrits à la main. Aucun des noms n'était célèbre, et les montants variaient de banal à stupéfiant. Nora ne posait pas de questions. Elle n'essayait pas de relier les points. Elle s'asseyait au lourd bureau en chêne, sa cheville posée sur un tabouret, et vérifiait les colonnes pendant 8 heures par jour. C'était mécanique. C'était sûr. Le 6e après-midi, le silence s'est brisé. Nora était dans la cuisine, équilibrant soigneusement son poids sur son bon pied, tout en se versant un verre d'eau, quand l'ascenseur privé a sonné. Des pas lourds et pressés ont résonné dans le couloir. Ce n'était pas Gideon. Gideon se déplaçait comme une ombre. Cet homme marchait avec une détermination lourde et agressive. Nora s'est figée, le verre à mi-chemin de sa bouche. Son cœur a fait un bond familier et nauséeux dans sa gorge. Son cerveau a immédiatement supplanté sa logique. Des pas en colère, des bottes lourdes, un rythme rapide. Elle a reculé dans le coin de la cuisine, se glissant dans l'ombre à côté de l'énorme réfrigérateur. Elle s'est faite aussi petite que possible, sa respiration superficielle, ses yeux fixés sur l'entrée du salon. Un homme a fait irruption dans l'espace ouvert. Il était plus jeune que Roman, portant une veste en cuir. Son visage était rouge de fureur. « C'est un désastre complet », a crié l'homme, sa voix résonnant violemment contre le plafond en béton. Les quais sont bouclés. Ils ont saisi 3 conteneurs, Roman. 3. Roman est sorti de son bureau. Il tenait un verre d'eau, son expression complètement vide. Il a regardé l'homme qui criait comme on regarderait une tache sur un tapis. « Baisse la voix, Silas », a dit Roman doucement. « Baissez la voix. » Silas faisait les 100 pas agressivement, agitant les bras. « On perd de l'argent. Les Italiens ripostent. Et tu es ici à boire de l'eau. On doit frapper ce soir. » Silas s'est retourné, donnant un coup de pied dans un lourd pouf en cuir par frustration. Le meuble a glissé sur le sol avec un grincement fort et strident. Dans la cuisine, Nora a tressailli violemment. Le son a déclenché une cascade de souvenirs, jetant des chaises, brisant des assiettes, lui hurlant au visage. Avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, un halètement rauque et aigu s'est échappé de sa gorge. Elle a laissé tomber le verre. Il s'est brisé sur le sol en marbre avec un craquement sec. Le silence qui a suivi a été instantané et suffocant. Silas a arrêté de faire les 100 pas. Il a tourné brusquement la tête vers la cuisine. « C'est qui ça ?» Il a commencé à marcher vers les ombres, passant la main sous sa veste en cuir. Nora s'est pressée plus fort contre le mur, ses mains tremblant, sa poitrine se soulevant. Elle a fermé les yeux, se préparant à la violence inévitable. « Arrête !» La voix de Roman n'a pas augmenté de volume, mais elle a traversé la pièce comme une lame physique. Silas s'est figé sur place, à quelques centimètres de l'entrée de la cuisine. « Éloigne-toi de la cuisine, Silas », a ordonné Roman.
La température dans la pièce a chuté. Silas a regardé son patron, la confusion luttant avec sa colère. « Roman, tu as quelqu'un qui se cache dans le « je ne me répéterai pas », a dit Roman en s'avançant. Il s'est déplacé avec une grâce prédatrice soudaine, comblant la distance entre eux en quelques secondes. Il s'est arrêté juste devant Silas, forçant le jeune homme à lever les yeux vers lui. « Tu entres chez moi. Tu élèves la voix. Tu casses mes meubles. Et maintenant, tu sors une arme en présence de mon invité. » « Invité ?» a ricané nerveusement Silas, reculant d'un demi-pas. « Écoute, je suis juste stressé à cause des livraisons. Les Italiens, je m'occuperai des quais, » l'a interrompu Roman doucement. « Tu vas retourner à l'entrepôt. Tu vas t'asseoir tranquillement. Et tu n'élèveras plus jamais, sous aucun prétexte, la voix dans ce penthouse. Avons-nous un accord ?» Silas a dégluti difficilement. La bravade furieuse s'était complètement évaporée, remplacée par une peur nue et authentique. « Ouais. »« Oui, Roman. Compris. Dehors. » Silas n'a pas hésité. Il s'est retourné et a pratiquement couru vers l'ascenseur. Les portes se sont fermées, scellant le bruit. Roman est resté au centre du salon pendant un long moment, respirant simplement. Puis il s'est tourné lentement et a marché vers la cuisine. Nora était toujours pressée contre le mur, fixant le verre brisé à ses pieds. Elle tremblait si fort que ses dents claquaient. Elle se sentait pathétique. Elle avait survécu à Trent. Elle avait survécu à la ruelle. Et la voilà qui s'effondrait, parce qu'un étranger avait crié. Roman s'est arrêté au bord de la cuisine. Il a regardé le verre brisé, puis Nora. Il ne s'est pas approché. Il a reconnu un animal acculé quand il en voyait un. Il ne lui a pas demandé si elle allait bien. Il ne lui a pas offert de platitude. Au lieu de cela, Roman a sorti son téléphone de sa poche. Il a appuyé sur un seul bouton et l'a porté à son oreille. « Martha », a dit Roman doucement, ses yeux ne quittant jamais le visage pâle de Nora. « Il y a du verre brisé dans la cuisine. S'il vous plaît, occupez-vous-en. » Il a fait une pause. « Et contactez l'entrepôt. Informez Silas qu'il est suspendu pour une durée indéterminée. S'il revient dans ce bâtiment, Gideon doit lui briser les jambes. » Il a raccroché le téléphone. Nora l'a regardé, le souffle court. Elle s'attendait à ce qu'il soit agacé par sa faiblesse, qu'il lui dise qu'elle était hystérique. « Il est parti », a dit Roman d'un ton neutre. « Les hommes bruyants sont un handicap. Ils manquent de contrôle. Je ne permets pas de handicap dans ma maison. » Il ne la réconfortait pas. Il énonçait une politique. Mais dans cette déclaration froide et clinique, Nora a trouvé un réconfort étrange et tordu. Roman ne la ménageait pas pour son traumatisme. Il éradiquait la source de celui-ci. Il lui a jeté un dernier regard persistant, ses yeux gris captant la faible lumière de la cuisine. « Retournez au travail, Nora », a-t-il murmuré en se détournant. Nora l'a regardé retourner à son bureau, les ombres l'avalant tout entier. Elle a regardé ses mains. Elles avaient cessé de trembler. Elle a réalisé avec une soudaine secousse de sombre clarté qu'elle ne se contentait plus de rembourser une dette. Elle était exactement là où elle était censée être. L'hiver a frappé la ville comme un coup de marteau. Dehors, derrière les baies vitrées, l'horizon était englouti par un blizzard gris et meurtri. Le verre était glacial au toucher, séparant le chaos gelé du monde en bas du silence suffocant et climatisé du penthouse. Nora se tenait près de la fenêtre, regardant la neige ensevelir les rues. Sa cheville avait guéri des semaines auparavant. La coupure sur sa paume était maintenant une fine cicatrice blanche en forme de croissant. Son uniforme avait disparu, entièrement remplacé par des vêtements que Martha avait achetés. Des pulls en cachemire épais, des pantalons en laine sur mesure, des vêtements qui lui allaient parfaitement et sans aucune marque. Elle ressemblait à une femme de la haute société. Elle se sentait comme un fantôme. Cela faisait exactement 2 mois, 61 jours à vérifier des registres manuscrits dans le bureau sans fenêtre. 61 jours de petits déjeuners silencieux avec un homme qui dirigeait un empire criminel depuis un ordinateur portable. Elle est retournée à son bureau. Le dernier registre était ouvert, sa couverture en cuir craquelé et sentant la vieille poussière. Elle a parcouru la dernière colonne de chiffres avec son stylo, vérifiant la somme par rapport à sa feuille de calcul numérisée. Ça correspondait au centime près. Elle a fermé le livre. Le bruit sourd de la couverture a résonné dans la petite pièce. C'était fini. L'arriéré était liquidé. La panique, froide et vive, lui a saisi la nuque. La survie avait toujours été une transaction pour Nora. Elle comprenait que sa valeur dans ce bunker stérile de haute altitude
était directement lié au travail qu'elle produisait. Roman Coyle ne gardait pas d'animaux de compagnie. Il n'abritait pas de handicap. Si son utilité avait expiré, quelle était sa place ici? Elle a repoussé sa chaise, les roulettes grinçant contre le parquet. Elle devait savoir. Elle ne pouvait pas supporter l'anxiété d'attendre que la sentence tombe. Elle a trouvé Roman dans son bureau. La pièce était sombre, éclairée uniquement par la lueur bleue et crue de plusieurs moniteurs. Il était assis parfaitement droit, un casque autour du cou, tapant une ligne de code avec une précision rythmique et mécanique. Nora a frappé une fois sur le cadre de la porte ouverte. Roman n'a pas tressailli. Il a terminé ses frappes, a appuyé sur Entrée et a lentement tourné sa chaise pour lui faire face. Ses yeux pâles ont capté la lumière du moniteur, les faisant paraître presque translucides. La vérification est terminée, a dit Nora. Sa voix était stable, ne trahissant aucune des calculs frénétiques qui se bousculaient dans sa tête. Les 82 registres ont été numérisés, recoupés et cryptés sur le serveur local. Roman l'a regardé pendant un long moment silencieux. Il ne l'a pas félicité. Il n'a pas souri. « Je sais », a-t-il dit simplement. « J'ai examiné votre envoi il y a 10 minutes. Votre taux d'erreur est de 0. » Nora a croisé les bras, enfonçant ses doigts dans le cachemire épais de ses manches. Donc, la transaction est terminée. Roman s'est penché en arrière. La chaise en cuir a grincé doucement. « Me demandez-vous la permission de partir, Nora? Je demande ce qui arrive quand un outil n'est plus nécessaire. Les outils sont jetés, a convenu Roman. Sa voix était un baryton grave et doux qui n'offrait aucun réconfort. Ou ils sont réutilisés. Avant que Nora ne puisse demander ce que cela signifiait, le penthouse a tremblé. Ce n'était pas une vibration subtile. C'était une secousse profonde et structurelle qui a fait vibrer les lourdes carafes en cristal sur le bar du couloir. Une fraction de seconde plus tard, le courant a été entièrement coupé. Les moniteurs sont devenus noirs. Le bourdonnement de la climatisation s'est éteint. Le penthouse a plongé dans une obscurité absolue et suffocante. Nora a haleté, reculant jusqu'à ce que ses épaules heurtent le cadre de la porte. Son instinct immédiat était de courir, de trouver un petit espace pour se cacher. L'ancien programme s'est réactivé. L'obscurité signifiait la vulnérabilité. Ne bougez pas. La voix de Roman n'était pas un cri. C'était un ordre empreint d'un calme terrifiant. Une lumière d'urgence rouge s'est allumée dans le coin du plafond, plongeant le bureau dans une teinte sanglante et de faible visibilité. Roman était déjà sur ses pieds. Il ne regardait pas un téléphone ou une radio. Il regardait un petit panneau analogique sous son bureau. Une seule lumière clignotait d'un ambre frénétique et violent. Les réseaux électriques primaires et secondaires ont été coupés, a déclaré Roman, se dirigeant vers un panneau caché dans la bibliothèque. Il a pressé son pouce contre un scanner biométrique. L'étagère a cliqué et s'est ouverte, révélant un mur d'acier noir mat. Le hall. Les cages d'ascenseur ont été verrouillées, mais quelqu'un est dans l'escalier de service. « Gideon ?» a demandé Nora, son cœur battant un rythme frénétique contre ses côtes. Gideon est dans le garage du sous-sol. Il est occupé. Roman a sorti un lourd pistolet avec silencieux du coffre-fort. Il a vérifié le chargeur avec un claquement métallique sec, puis a chambré une balle. Le son était assourdissant dans la pièce silencieuse. Ils l'ont contourné. L'esprit de Nora s'est emballé. Qui l'a contourné? Roman l'a regardé, son expression totalement dépourvue de peur. Il avait l'air légèrement contrarié. Les Italiens, ils perdent du territoire sur les quais. Ils ont besoin d'un levier. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce soir? Parce que, a dit Roman, sortant du bureau et lui faisant signe de le suivre. Un chef d'équipe de niveau intermédiaire avec une main cassée et une gorge meurtrie est entré dans un de leurs bars il y a 3 jours. Il était très saoul et il a parlé très fort de la plaque d'immatriculation de la voiture qui a emmené sa petite amie. Le sang de Nora s'est glacé. Trent n'avait pas lâché l'affaire. Son ego meurtri s'était métastasé en quelque chose de fatal. Il n'avait pas le pouvoir de toucher Roman, mais il connaissait les gens qui le pouvaient. Il avait échangé sa position au plus offrant, juste pour se venger. « Il vous a vendu », a murmuré Nora, la réalité s'abattant sur elle. Il leur a donné cette adresse pour m'atteindre. Il leur a donné un point d'entrée, a corrigé Roman. Il lui a pris le bras, pas assez fort pour la meurtrir,
mais assez fermement pour la guider avec une autorité absolue. « Venez ». Il l'a tirée dans le long couloir éclairé en rouge vers la suite principale. Le penthouse, qui avait semblé être une forteresse pendant 2 mois, ressemblait soudain à une tombe magnifiquement conçue. Le silence n'était plus réconfortant. Il était lourd d'une violence imminente. « Où allons-nous » a demandé Nora, luttant pour suivre ses longues foulées. « La chambre forte » a dit Roman. Ils ont atteint les lourdes portes en chêne de la chambre principale. Roman les a poussées. Il a dépassé le lit immense et a pressé sa main contre un miroir mural apparemment vide. Rien ne s'est passé. Roman s'est arrêté. Il a de nouveau pressé sa main contre le verre. Il a regardé le plancher, puis le plafond. Un muscle de sa mâchoire a tressailli. C'était le premier signe d'émotion authentique qu'elle lui avait jamais vu manifester. « Ils ont coupé les conduites hydrauliques », a murmuré Roman, presque pour lui-même. Il s'est tourné pour lui faire face, ses yeux pâles captant les lumières d'urgence rouges. Le coffre est mort. Un bruit métallique lourd a résonné depuis l'avant du penthouse. Quelqu'un venait de forcer la porte de service. Des pas, lourds, délibérés et nombreux. Nora a reculé du miroir, son souffle court et paniqué. Elle connaissait le bruit des bottes sur le parquet. C'était la bande-son de ses pires souvenirs. Mais ce n'était pas un homme ivre et en colère. C'était une équipe tactique. « Combien » a-t-elle murmuré. « 4. Peut-être 5, a dit Roman. Il n'avait pas l'air paniqué. Il avait l'air calculateur. Il cartographiait les angles de la pièce dans son esprit, calculant les trajectoires et les angles morts. Il s'est éloigné du coffre-fort cassé, attrapant Nora par l'épaule et la poussant vers l'immense dressing. « Entrez », a ordonné Roman. « Allez tout au fond, derrière les manteaux d'hiver. Gardez la tête sous la ligne des vêtements. Ne faites pas un bruit, peu importe ce que vous entendez. » Roman, Nora. Sa voix s'est durcie. Un tranchant aigu perçant le nuage de panique qui obscurcissait son cerveau. Il s'est penché, son visage à quelques centimètres du sien. Il sentait l'air froid et l'huile de pistolet. « Je vais tuer les hommes dans mon couloir. Vous resterez ici. Si vous sortez, vous devenez une variable. Je n'ai pas de marge pour les variables ce soir. Comprenez-vous » Nora a dégluti difficilement, regardant dans ses yeux gris pâles et fracturés. Il n'y avait aucune chaleur en eux, mais il y avait une certitude terrifiante. C'était un monstre, oui, mais ce soir, c'était son monstre. « Je comprends », a-t-elle dit. Elle a reculé dans le placard. Roman a tiré la lourde porte en bois. L'obscurité à l'intérieur du placard était absolue. Nora a reculé en rampant, ses mains frôlant la laine épaisse et la soie, jusqu'à ce que sa colonne vertébrale heurte le mur du fond. Elle s'est affaissée sur le sol, serrant ses genoux contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses bras. Elle s'est concentrée sur sa respiration. Inspirer, expirer. Ne pas crier, ne pas bouger. Dehors, le silence s'étirait, tendu comme une corde de piano. Puis, une voix a résonné depuis le salon. Elle était épaisse, avec un accent lourd et moqueur. « Monsieur Coyle, une belle maison. Dommage pour les lumières. » Roman n'a pas répondu. « On veut la fille, Roman. Tu as pris quelque chose qui appartient à un de nos amis. Donne-la nous et on s'en va. » Un geste de bonne foi entre hommes d'affaires. « Silence. Fouillez les pièces. » a ordonné la voix, perdant son ton moqueur. Les pas lourds ont commencé à bouger. Nora pouvait entendre le plancher craquer dans le couloir. Ils vérifiaient la cuisine, la chambre d'amis, le bureau, se rapprochant. Boum, boum, boum. Les pas sont entrés dans la chambre principale. Nora a plaqué une main sur sa propre bouche. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans ses dents. « C'est bon », a grogné une voix juste devant la porte du placard. « Vérifie le placard. » Une main a saisi la poignée en laiton de la porte du placard. Le mécanisme a cliqué. Nora a serré les yeux. C'était la fin. Elle allait retourner avec Trent. Ou elle allait mourir ici, sur un tas de chaussures de créateur. Ce n'était pas un bruit fort. On aurait dit un livre lourd tombant sur un tapis épais. Une toux d'air étouffée et sèche. La poignée de la porte du placard a tremblé violemment, puis s'est relâchée. Un poids lourd s'est affaissé contre le bois avec un bruit sourd et humide, glissant lentement vers le sol. Marco a aboyé une voix depuis le couloir. 2 autres toux étouffés. Un grand fracas de verre brisé. Une des lampes sur la table de chevet. Un gargouillement étranglé qui a duré exactement 3 secondes avant de s'arrêter brusquement.
Il est dans le... Des coups de feu ont éclaté. Mais ce n'était pas le son poli et étouffé de l'arme de Roman. C'était le rugissement assourdissant et percutant d'un fusil automatique sans silencieux qui démolissait la chambre. Nora a crié contre sa main alors que les balles traversaient les murs en plâtre, déchirant le placard. Le bois a volé en éclats, la soie s'est déchiquetée. L'air s'est rempli de l'odeur âcre et acide de la cordite et du plâtre pulvérisé. Elle s'est aplatie contre le sol, se couvrant la tête alors que les débris pleuvaient sur elle. Le fusil a tiré pendant 5 secondes interminables, une rafale de balles aveugle et paniquée, puis une seule réponse étouffée. Le fusil s'est tu. Un corps lourd a heurté le plancher avec un dernier fracas retentissant. Le silence est de nouveau tombé sur l'appartement. C'était un silence lourd et vibrant, brisé seulement par le son doux et rauque de la propre respiration de Nora, et le sifflement de l'air froid, soufflant à travers une fenêtre brisée. Nora n'a pas bougé. Elle a attendu dans le noir, ses muscles tétanisés, ses oreilles bourdonnant de la force de l'explosion du fusil. Les minutes ont passé, 5, 10, puis la porte du placard s'est lentement ouverte. La lumière d'urgence rouge a inondé le placard détruit. Roman se tenait dans l'embrasure de la porte. Sa veste de costume avait disparu. Sa chemise blanche était éclaboussée d'un motif brutal et cramoisi. Il tenait le pistolet avec silencieux pointé vers le bas, son doigt reposant nonchalamment hors de la détente. Il n'avait pas l'air essoufflé. Il n'avait pas l'air triomphant. Il ressemblait à un homme qui venait de terminer une corvée fastidieuse. « Êtes-vous blessé ?» a demandé Roman. Sa voix était exactement la même qu'une heure auparavant, lorsqu'il posait des questions sur les registres. Nora l'a regardé, puis a baissé les yeux sur ses mains. Elle a tapoté sa poitrine, ses jambes. Elle était couverte de poussière de plâtre et de tissus déchiquetés. Mais il n'y avait pas de sang. « Non », a-t-elle croassé. « Je vais bien. » Roman a hoché la tête. « Sortez. » Nora s'est mise sur ses pieds en chancelant, ses genoux tremblant si fort qu'elle a failli tomber. Elle a franchi le seuil du placard. La chambre principale était un abattoir. 3 hommes gisaient morts sur le sol. Les murs étaient déchiquetés par les tirs, les œuvres d'art coûteuses déchiquetées, les lourds rideaux flottant sauvagement dans le vent glacial des fenêtres brisées. L'odeur de cuivre et de poudre à canon était si épaisse qu'elle avait un goût métallique sur sa langue. Nora a regardé les corps. Elle avait passé des années terrifiée par la violence. Elle s'en était cachée, l'avait fui, l'avait supplié d'arrêter. Mais en regardant les hommes morts à ses pieds, elle a réalisé quelque chose de profond. La violence n'était pas seulement un outil d'oppression. Entre les mains d'un homme comme Roman Coyle, c'était un bouclier absolu. Elle n'avait pas peur des corps. Elle était profondément soulagée qu'il soit mort. Roman observait son visage. Il a vu le changement. Il a vu la froideur s'installer sur ses traits. « Il y en a un de plus », a dit Roman doucement. Il s'est retourné et a marché vers le salon. Nora l'a suivi, ses pas devenant plus stables à chaque mètre. Le salon était plongé dans des ombres profondes et la lueur sanglante des lumières d'urgence. Au centre de la pièce, agenouillé sur le coûteux tapis persan, se trouvait un 4e homme. Il ne portait pas d'équipement tactique. Il portait une veste bon marché et trempée par la pluie. Ses mains étaient attachées dans son dos avec des serre-câbles et du sang coulait d'une profonde entaille sur son front. C'était Trent. Il tremblait violemment, ses yeux écarquillés, balayant frénétiquement le penthouse détruit. Quand il a vu Roman sortir de l'ombre, couvert de sang, Trent a laissé échapper un sanglot pathétique. « S'il vous plaît », a supplié Trent, sa voix se brisant, la morve coulant sur sa lèvre supérieure. « Je ne savais pas. Ils ont juste demandé où elle était. Ils ont dit qu'ils voulaient juste lui parler. Ils m'ont forcé à venir. » Roman ne lui a pas prêté attention. Il s'est dirigé vers le bar, a pris un lourd verre en cristal qui avait survécu aux vibrations et a versé 3 doigts de scotch. Il l'a bu sec, regardant la tempête de neige par la fenêtre. Nora est sortie du couloir. Trent l'a vu. Ses yeux se sont encore plus écarquillés, un espoir désespéré et sauvage brillant dans son regard. « Nora! Oh mon Dieu, Nora, s'il te plaît !» a crié Trent, luttant contre ses attaches en plastique. « Dis-lui que je ne suis personne. J'étais juste saoul. Je ne voulais rien de tout ça. J'étais juste blessé que tu sois parti. Tu me connais, Nora. Tu sais que je ne suis pas une menace. » Nora l'a regardé.
L'homme agenouillé devant elle était l'architecte de 3 ans de terreur. C'était la raison pour laquelle elle sursautait au bruit fort, la raison pour laquelle elle gardait un sac d'urgence sous son lit, la raison pour laquelle elle avait couru pieds nus dans un couloir d'hôtel. Pendant 3 ans, il avait été un géant imposant et terrifiant dans son esprit. Mais en le regardant maintenant, baigné de lumière rouge et pleurant sur le tapis d'un étranger, l'illusion s'est brisée. Ce n'était pas un géant, c'était un petit homme pathétique qui ne se sentait grand que lorsqu'il brisait des choses plus petites que lui. À côté de la réalité froide et terrifiante de Roman Coyle, Trent n'était que du bruit. « Tu as fait entrer une équipe de tueurs chez moi, Trent, » a dit Nora. Sa voix ne tremblait pas. Elle était complètement neutre. Trent a cligné des yeux, décontenancé par son ton. Il s'attendait à ce qu'elle pleure. Il s'attendait à ce qu'elle se recroqueville. Je ne les ai pas fait entrer. Ils m'ont amené. Nora, s'il te plaît, tu dois me sauver. Je t'aime. Nora a senti une vague de dégoût absolu lui retourner l'estomac. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. A dit Nora, doucement. Tu détestes juste perdre. Roman s'est détourné de la fenêtre. Il a posé le verre vide sur le bar avec un clic sec. Il s'est approché et s'est arrêté à côté de Nora, regardant Trent avec le détachement clinique d'un croque-mort. Roman a sorti un couteau de chasse de son étui à la ceinture. La lame a capté la lumière rouge. Trent a crié, reculant à genoux, se débattant sauvagement. « Non, non, s'il vous plaît. » Roman ne l'a pas poignardé. Il a inversé la prise et a offert le manche du couteau à Nora. Nora a regardé le lourd manche noir. « Il est la dernière variable, » a dit Roman. Sa voix était un bourdonnement grave. Il a franchi le périmètre. Il a semé le chaos dans mon environnement. Selon mes lois, il meurt. Les yeux pâles de Roman se sont fixés sur les siens. Mais c'est votre fantôme. C'est vous qui décidez comment cela se termine. C'était un test. C'était une initiation. Nora a regardé le couteau. Elle a regardé Trent, qui sanglotait hystériquement, suppliant pour sa vie, le visage enfoui dans le tapis. Elle pouvait prendre le couteau. Elle pouvait mettre fin au cauchemar maintenant, de ses propres mains. Elle a senti l'envie, sombre et lourde, s'accumuler dans sa poitrine. Un désir de vengeance. Un désir de rééquilibrer la balance pour chaque bleu, chaque insulte, chaque dollar volé. Elle a tendu la main. Trent a serré les yeux et a gémi. Les doigts de Nora ont effleuré le manche du couteau. Elle a fait une pause. Elle ne l'a pas pris. Elle a baissé la main, reculant. Elle a levé les yeux vers Roman. « Non », a dit Nora, sa voix résonnant clairement dans la vaste pièce. L'expression de Roman est restée indéchiffrable. « Vous lui montrez de la pitié ?»« Non », a répondu Nora, un sourire cynique et froid touchant le coin de sa bouche. La pitié implique qu'il compte. Il ne compte pas. Le tuer le fait entrer dans mon histoire pour toujours. Ça le rend important. Je refuse de lui donner ça. Trent a haleté, ouvrant les yeux, un flot de soulagement inondant son visage pathétique. Merci. Oh mon Dieu, Nora, merci. Je ne veux pas de son sang sur mes mains, a continué Nora, ignorant complètement Trent, gardant ses yeux fixés sur Roman. Mais il sait où nous sommes, et il est un handicap. Roman a étudié son visage. Il a vu le calcul froid. Il a vu la mort finale de la serveuse terrifiée et la naissance de quelque chose de entièrement nouveau. Quelque chose qui avait sa place dans ce penthouse. Un lent sourire microscopique a finalement touché le coin de la bouche de Roman. Il a rengainé le couteau. « Gideon » a dit Roman, parlant dans le silence de la pièce. Les lourdes portes de service se sont ouvertes. Le garde du corps géant est entré dans le salon. Son costume était déchiré et ses jointures ensanglantées. Mais il avait l'air complètement imperturbable. « Oui, Monsieur Coyle » a grondé Gideon. « Monsieur Miller est un handicap » a ordonné Roman sans détourner le regard de Nora. « Sortez-le des lieux. Assurez-vous qu'il ne parle plus jamais de cette adresse ou de cette femme. » Gideon a hoché la tête une fois. Il s'est approché de Trent. Il l'a attrapé par le col de sa veste bon marché et l'a soulevé du sol d'une seule main. « Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ?» a paniqué Trent, se débattant alors que ses pieds quittaient le sol. « Elle a dit qu'elle ne voulait pas que je meure. Elle m'a épargné. Nora, dis-lui. » Nora a finalement regardé Trent. Son regard était totalement vide. « J'ai dit que je ne voulais pas de ton sang sur mes mains, Trent, » a dit Nora doucement. « Je n'ai jamais dit que je me souciais de ce qui t'arrivait. » Gideon a traîné Trent vers l'ascenseur de service, ignorant les cris et les coups de pied frénétiques de l'homme.
Les lourdes portes d'acier se sont ouvertes. Gideon est entré et les portes se sont refermées, coupant instantanément le bruit. Le penthouse est revenu à son silence suffocant et étudié. Roman et Nora se tenaient seuls dans les décombres éclairés en rouge du salon. Les corps dans le couloir étaient un problème pour plus tard. Le verre brisé était un problème pour plus tard. Roman a tendu la main, ses longs doigts effleurant doucement une traînée de poussière de plâtre sur la joue de Nora. C'était le contact le plus doux qu'elle ait jamais reçu. Exécuté par des mains qui venaient de prendre 3 vies. La vérification est terminée, a murmuré Roman, son pouce reposant contre sa mâchoire. Mais je trouve que j'ai encore besoin de vos services. Nora s'est penchée dans son contact, la froideur de sa peau la ramenant à la réalité. Elle n'était plus une captive. Elle avait traversé le feu et trouvé le seul homme capable de construire une cage assez solide pour garder le monde à l'extérieur. Bien. A murmuré Nora, répondant à son regard cynique et stable. Je déteste chercher un nouveau travail. Nora a finalement affronté son plus sombre cauchemar et en est ressortie une femme complètement différente. Elle n'a pas seulement survécu au chef de la pègre. Elle a prouvé qu'elle avait sa place dans son monde. Roman ne lui a pas offert un conte de fées. Il lui a offert un pouvoir absolu et la forme de protection la plus froide. Avez-vous aimé cette fin sombre et réaliste? Si vous avez ressenti le frisson de la violence calculée de Roman et la transformation ultime de Nora, appuyez sur le bouton j'aime. Partagez cette histoire avec tous ceux qui aiment les romances mafieuses vraiment cyniques. Et abonnez-vous pour ne jamais manquer un autre drame sombre et captivant. Qu'auriez-vous fait avec le couteau? Dites-le moi dans les commentaires.